Bonjour et bienvenue dans la première minute pédagogique de la saison 2015-2016 du Phénix. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer un accompagnement pédagogique autour de certains temps forts de la programmation. Nous commençons l'année avec l'un des grands classiques du répertoire français, joué plus de 2000 fois à la Comédie Française depuis 1680. Il s'agit de L'Avare de Molière, une pièce que vous pourrez découvrir ou redécouvrir au Phénix dans une mise en scène de Ludovic Lagarde. Afin de préparer la sortie au spectacle et d'exploiter la pièce de retour en classe, je vais tout d'abord vous donner quelques éléments de contexte et d'analyse sur l'œuvre de Molière, avant de présenter les spécificités de la mise en scène de Ludovic Lagarde. Je terminerai en vous donnant des pistes de travail à explorer avec vos élèves. Lorsqu'il écrit L'Avare, Molière est âgé de 46 ans. Il est un auteur reconnu puisqu'il jouit d'un succès populaire et qu'il bénéficie des faveurs de Louis XIV. La plupart de ses grands succès ont été écrits avant 1668, date à laquelle L'Avare est représenté pour la première fois sur la scène du Palais Royal avec Molière lui-même dans le rôle d'Harpagon. Plusieurs œuvres ont inspiré le dramaturge lorsqu'il compose L'Avare, mais rappelons qu'au XVIIe siècle, l'emprunt est considéré comme une façon de créer des œuvres originales dans la lignée de prestigieux auteurs de l'Antiquité gréco-romaine. La principale source de l'auteur est bien entendu l'Aulularia de Plaute, une comédie écrite environ 200 ans avant Jésus-Christ. Le personnage d'Harpagon, quoique sa condition diffère de celle du personnage de Cleon dans la pièce de l'auteur latin, le vol de la cassette, l'intrigue amoureuse entre Valère et Élise viennent directement de la pièce latine, de même que plusieurs autres détails. Les mains de la flèche, inspectées par l'Avare, la célèbre réplique sans dot, répétée mécaniquement par Harpagon, ou le non moins célèbre monologue de l'Avare volé. Cependant, bien plus qu'une simple réécriture, L'Avare de Molière se fait l'écho des réalités de son temps. En effet, sous le règne de Louis XIV, la bourgeoisie est la classe montante. Enrichie par le commerce et la finance, elle rêve des privilèges et des titres de l'aristocratie. La Bruyère se moque d'ailleurs de ces gens qui n'ont pas le moyen d'être nobles. Dans la pièce, Harpagon appartient à cette catégorie des bourgeois enrichis et l'on connaît son attachement viscéral à l'argent, érigé en valeur suprême et qui commande à l'organisation de la vie de famille. Deux générations s'affrontent autour de cette question. Pour Harpagon, l'argent est un capital que l'on doit garder et faire fructifier. Pour Cléante, au contraire, il est synonyme de dépense, de confort et d'une démesure contraire à celle du père. Quelques mots maintenant sur la réception de la pièce. Cette pièce ne remporte pas tout d'abord le succès escompté. Habitué aux grandes comédies en vers, le public apprécie peu le texte en prose et est déconcerté par le côté romanesque de l'intrigue, par le manque d'unité d'action et par le dénouement invraisemblable. Aujourd'hui, L'Avare est devenu un classique du répertoire et de la culture scolaire, mais en quoi cette comédie est-elle toujours actuelle ? Avant d'évoquer les thèmes qui traversent la pièce, je vous en propose un rapide résumé. Harpagon organise pour ses enfants, Cléante et Élise, des mariages d'intérêt. Il prévoit quant à lui d'épouser la jeune et charmante Marianne. Mais Cléante, qui est amoureux de la jeune fille, et Élise, secrètement fiancée à Valère, refusent d'obéir à leur père. Le trésor de l'Avare, volé puis rendu à son propriétaire, permettra d'exercer un chantage grâce auquel l'amour sera vainqueur au terme d'un dénouement tout à fait surprenant. La pièce de Molière permet d'aborder de nombreux points en rapport avec l'esthétique du théâtre au XVIIe siècle et les questions qui traversent la société contemporaine de Molière. En premier lieu, il y a le thème de l'argent et surtout du rapport des différents personnages à l'argent, que l'on pense à la cassette enterrée dans le jardin d'Harpagon, aux dépenses vestimentaires de Cléante à la scène 4 de l'acte 1 ou à l'épisode du prêt à usure à la scène 1 de l'acte 2. L'avarice d'Harpagon se manifeste à travers les détails les plus sordides. Gêne financière de Cléante qui lorgne un héritage trop long à venir, misère des domestiques, restrictions sur la nourriture, dénuement des chevaux, refus d'offrir une dot à sa fille. On comprend rapidement que l'argent ne circule pas, qu'il est devenu une valeur refuge à laquelle Harpagon voue un véritable culte, allant jusqu'à vendre ses enfants à de riches partis. On comprend également que celui qui possède l'argent détient le pouvoir et l'exerce de manière tyrannique sur l'ensemble de sa famille. Les questions de l'amour et du mariage sont elles aussi régies par l'intérêt financier. En effet, loin de l'idéalisation, l'amour n'est pas épargné par le réalisme du point de vue. Le sentiment ne tient aucune place dans les projets matrimoniaux arrêtés par Harpagon. Ce dernier est même prêt à acheter la jeunesse de Marianne. Pour une étude plus approfondie du rôle de l'argent dans la pièce, je vous invite à consulter les références pédagogiques. Le mensonge, le jeu sur les apparences et les personnages acteurs sont également des entrées qui peuvent nourrir la lecture de la pièce. Valère, par exemple, joue le faux intendant d'Harpagon,
usant et abusant de la flatterie pour parvenir à ses fins, comme il l'annonce dès la scène 1 de l'acte 1, dont je vous cite un extrait. Vous voyez sous quel masque de sympathie et de rapport de sentiment je me déguise pour lui plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. Frosine, personnage d'intrigante en action, utilise elle aussi la flatterie pour dresser un portrait élogieux de l'avare. Outre sa fonction dramatique, le jeu sur l'identité est également une inépuisable source de comique. On peut citer par exemple le double discours de Frosine ou le moment où le masque tombe. L'avare est donc une comédie de mœurs et de caractère qui met en scène les défauts des hommes, dénonce certaines pratiques sociales et interroge des problèmes de société. On retrouve également dans l'avare l'influence de la commedia dell'arte à travers le personnage du valet rusé et dissimulateur, ou les scènes de bastonnade par exemple. On le voit, l'avare est une pièce d'une grande richesse qui laisse au metteur en scène de nombreuses potentialités à explorer. Voyons tout de suite ce qui a conduit Ludovic Lagarde à s'intéresser à ce texte et les choix qui ont guidé la création du spectacle. Né en 1962, Ludovic Lagarde suit des études théâtrales à l'université et des cours de comédie à l'école Théâtre en Actes sous la direction de Lucien Marchal. Il devient ensuite l'assistant de Christian Schiaretti, nommé directeur de la Comédie de Reims en 1991. C'est dans ce centre dramatique national que Ludovic Lagarde met en scène ses premiers spectacles en alternant la mise en scène de textes contemporains, ceux de Beckett par exemple, et de textes du répertoire comme ceux de Tchekhov ou de Brecht. Il en deviendra le directeur en 2009. Depuis 1993, il travaille très régulièrement avec l'écrivain Olivier Cadiot en mettant en scène Sœurs et frères, Le colonel des Zouaves en 1997, Retour définitif et durable de l'être aimé en 2002, Fairy Queen en 2004, et à l'occasion de l'édition 2010 du Festival d'Avignon, il crée 2 textes de ce même auteur, Un mage en été et Un nid pour quoi faire. En janvier 2012, il présente à la Comédie de Reims 3 pièces de Georges Büchner, Wojciech, La mort de Danton et Léonce et Léna. Il crée Lear is in Town pour la 67e édition du Festival d'Avignon, d'après le Roi Lear de Shakespeare. En 2014, il met en scène Le regard du nageur et crée Quai Ouest de Coltès, avec des comédiens grecs au Théâtre national de Grèce d'Athènes. La carrière de Ludovic Lagarde est également marquée par de nombreuses collaborations avec le comédien Laurent Poitrenaud, qui joue le rôle d'Harpagon dans le spectacle. Outre les mises en scène pour le théâtre, Ludovic Lagarde a réalisé plusieurs mises en scène d'opéra, avec en particulier le chef Christophe Rousset. On peut citer sa mise en scène de Roméo et Juliette de Pascal Dussapin à l'Opéra Comique en 2008, une celle qu'il retrouve en 2013 pour mettre en scène Il segreto di Susanna d'Enrico Golischiani et La voix humaine, tragédie lyrique, d'après un livret de Jean Cocteau. Enfin, parallèlement à son activité de création, Ludovic Lagarde accompagne des étudiants dans leur formation de comédien, que ce soit à l'École du Théâtre national de Strasbourg, au Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris ou encore à l'École régionale d'acteurs de Cannes. Dans une interview donnée au moment de la création de sa pièce, Ludovic Lagarde affirme qu'il cherchait une pièce et un rôle pour Laurent Poitrenaud, qu'il est tombé par hasard sur l'avare et qu'il a été frappé par l'écriture directe, étrangement violente de Molière. Il dit à ce sujet « Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est comme si j'avais découvert Molière en relisant l'avare ces derniers mois. J'ai été frappé par la beauté de cette prose, la violence comique d'une pièce où, si la farce n'est jamais loin, elle n'en rend que plus cruelle l'âpreté des rapports et la rudesse des enjeux. » Ce qui retient l'attention du metteur en scène, c'est avant tout la place despotique prise par l'argent au sein de la famille d'Harpagon. Il écrit à ce sujet « Tout peut être sacrifié à l'argent puisque rien d'autre ne compte, rien ne vaut, plus rien n'a de prix. Rien que l'argent, justement. Pour cette nouvelle morale, un seul impératif catégorique, comme il se doit, sans odeur, invisible, l'argent doit engendrer l'argent, toujours plus. Aussi, c'est l'enfermement des personnages dans cette course effrénée à la possession qui apparaît comme le ressort dramatique choisi par le metteur en scène, que je cite. Il semble bien qu'on ne s'en sorte pas, chez les maîtres comme chez les valets, pour le père comme pour ses enfants, tout tourne autour de cet argent, construit en obsession. Pour Ludovic Lagarde, cette pièce trouve un écho dans notre actualité et les préoccupations de notre époque. Aussi, il affirme dans la note d'intention qu'il serait difficile de renvoyer la pièce de Molière au seul XVIIe siècle. Et c'est d'ailleurs comme une œuvre résolument moderne qu'il a abordé ce texte. Ce n'est qu'au cours du travail de création que le XVIIe siècle est, entre guillemets, remonté. C'est bien la résonance de cette pièce avec notre monde où l'argent est roi et où on ne parle plus que de compétitivité et d'économie qui l'a intéressé, comme il le déclare, à la création du spectacle, affirmant sa conviction que le théâtre est politique, un art d'aujourd'hui, perméable à l'humanité qu'on traverse.
Avant de présenter en quelques mots le spectacle de Ludovic Lagarde, je vous laisse en découvrir un court extrait. Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis ça. Nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté... Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligé. Oh, de l'argent. De l'argent. Aïe, que ce mot à la bouche, hein. Toujours parler d'argent. Je vous conjure par l'amour paternel. Non. Non. Je ne veux rien entendre et il faut que la justice fasse son devoir. Sur le plateau, on retrouve 15 comédiens dont Laurent Poitrenaud dans le rôle d'Harpagon. Ludovic Lagarde choisit de situer l'action dans un grand hangar où sont entreposés tous les biens amassés par Harpagon. Ce décor imposant, fait de caisses et de containers, sera le cadre de la lutte sans merci entre Harpagon et ses proches. Le caractère monochrome du bois clair renforce encore l'impression d'enfermement. Tout se passe dans ce lieu qui n'est pas la maison d'Harpagon, mais qui semble être devenu le lieu de vie de la famille. Une cuisine est d'ailleurs installée dans l'un des modules. Toute la famille est prise au piège du vaste trafic d'Harpagon, devenu un marchand qui achète des biens bon marché pour les revendre plus cher. Le décor évolue au fil du spectacle en fonction du déplacement des différents modules par les comédiens eux-mêmes. À mesure que la tension monte et qu'Harpagon se fait de plus en plus menaçant envers les autres personnages, le plateau se vide de tous ces éléments pour laisser place à un plateau quasi nu. Tout comme le décor, les costumes inscrivent la pièce dans un contexte contemporain. On remarquera l'unité de couleur entre les blouses portées par les valets et la couleur du bois, donnant ainsi l'impression qu'ils font partie du décor, sauf Maître Jacques. Les enfants d'Harpagon, ainsi que Valère et Marianne, apparaissent comme des jeunes gens de notre époque, à l'instar d'Harpagon, vêtus d'un costume clair, qui sera maculé de boue par la suite, soulignant la folie noire dans laquelle sombre le personnage qui ne lâchera plus son fusil. On voit donc que la mise en scène transcrit l'évolution de la pièce de Molière, d'une comédie de mœurs aux accents parfois farcesques et mettant en scène un personnage ridicule. Ludovic Lagarde prend le parti d'un glissement vers le drame le plus noir. La fin de la pièce est d'ailleurs modifiée par rapport au texte de Molière pour servir davantage ce parti pris de mise en scène. Le metteur en scène ne conserve pas la résolution finale qu'il trouve trop artificielle. Alors que le dénouement molièresque se caractérise par des retrouvailles entre Anselme et ses enfants Valère et Marianne et un double mariage, la fin du spectacle sonne comme le dernier acte d'une descente aux enfers à travers une image tout à fait glaçante que je vous laisse découvrir sur le plateau. Afin de travailler avec vos élèves autour de cette mise en scène, je vous propose plusieurs activités que vous pourrez réaliser avant de venir au théâtre pour sensibiliser vos élèves à la pièce ou après la représentation pour exploiter le spectacle de retour en classe. La première activité que je vous propose est un travail sur le dessin choisi pour illustrer le dossier artistique du spectacle que vous pourrez trouver dans les références pédagogiques. Son analyse permettra de faire émerger certains traits de caractère d'Harpagon. En prolongement, les élèves pourront rechercher l'étymologie d'Harpagon et lire la présentation que La Flèche fait à Frosine de son maître à l'acte 2, scène 4, où il présente l'avare comme étant de tous les humains, l'humain le moins humain. La deuxième activité est un travail de pratique autour d'un trait de caractère, ici l'avarice. Vous pourrez commencer par un travail sur le corps. Comment Harpagon se tient-il? Comment se déplace-t-il? Comment occupe-t-il l'espace? Comment réagit-il physiquement lorsqu'il croise quelqu'un? Les élèves seront invités à répondre à ces questions en expérimentant au plateau. En prolongement, il pourrait être intéressant d'élargir cette consigne aux autres personnages de Molière qui sont définis par leur obsession ou leur monomanie, et donc caractérisés par un trait de leur personnalité. On pense notamment aux misanthropes, aux bourgeois gentilshommes, à Tartuffe, aux malades imaginaires, aux précieuses ridicules, à Don Juan ou à Arnolphe dans l'École des femmes. Après avoir expérimenté ce travail corporel, on peut proposer aux élèves un exercice d'improvisation qui permettrait de provoquer des rencontres entre ces différents personnages. Les élèves imaginent alors, à travers de courtes séquences de jeu, ce qui pourrait arriver si tous ces personnages se rencontraient. Que raconte Alceste à Harpagon? Que se disent Orgon et Monsieur Jourdain? Que se passe-t-il lorsqu'Argan rencontre une précieuse? En donnant vie à cette galerie de personnages, on pourrait imaginer une clinique des personnages monomaniaques où on les verrait évoluer, échanger, vivre.
Vous pouvez également faire jouer des scènes de l'avare à l'aide d'une banque de répliques qui peuvent être des supports à l'improvisation. Pour un travail de mise en voix et en espace du texte, on peut privilégier les scènes d'affrontement qui permettent de saisir les dérèglements familiaux entraînés par la toute-puissance de l'argent. L'entrée en scène d'Harpagon à la scène 3 de l'acte 1, l'annonce à Élise du projet de la mariée à Anselme à l'acte 1, scène 4, et enfin l'affrontement père-fils lorsqu'Harpagon apprend que Cléante est le mystérieux emprunteur à la scène 2 de l'acte 2. Pour lancer une discussion autour du spectacle de retour en classe, vous pouvez, à partir des notes de répétition disponibles dans le dossier pédagogique réalisé par la Comédie de Reims et dans lesquelles le metteur en scène définit chaque personnage de la pièce en quelques phrases, demander aux élèves de reconnaître chacun d'eux. Ce petit jeu de reconnaissance peut s'avérer nécessaire pour reposer des bases communes. La mise en scène de Ludovic Lagarde invite par ailleurs à réaliser un travail sur les émotions ressenties pendant le spectacle et donc sur les registres. En effet, si le comique est bien présent dans le texte et sur le plateau, il serait intéressant de définir avec les élèves à quel type de rire on a affaire, en se demandant d'où provient le comique dans la mise en scène et en interrogeant l'évolution du rire farcesque au rire angoissant, voire à la peur. On peut parfaitement imaginer un débat autour de cette question. La pièce est-elle comique ? En invitant les élèves à justifier leur point de vue par des références précises à la mise en scène. Cette activité permet de partir de la réception des élèves et de construire le sens des partis pris de mise en scène. En français, l'étude de la pièce peut se faire dans le cadre d'un groupement de textes autour de l'avarice ou du personnage avaricieux. On pense notamment à la marmite de Plaute, à la fable de La Fontaine, l'avare qui a perdu son trésor, au portrait de Félix Grandet dans Eugénie Grandet ou au personnage d'Ebenezer Scrooge dans Un conte de Noël de Charles Dickens. L'étude de cette question peut également se concentrer sur le genre théâtral. Je vous renvoie pour cela à des propositions faites par Albert Rombaud sur le portail Eduscol. Vous trouverez le lien dans les références pédagogiques. La représentation peut également être le préambule ou l'aboutissement d'une séquence sur la pièce étudiée en œuvre intégrale. En 5e pour la comédie, en 4e pour l'objet d'étude faire rire, émouvoir, faire pleurer, en seconde pour l'objet d'étude comédie et tragédie, le classicisme, ou enfin en première autour de l'objet d'étude texte et représentation et la question de l'homme dans les genres de l'argumentation. Le spectacle peut également permettre de nourrir une séance d'histoire des arts autour de la représentation de l'avarice et entrer en résonance avec La mort de l'avare de Jérôme Bosch, Le prêteur et sa femme de Quentin Médicis, L'allégorie de l'avarice de Jacopo Ligozzi, L'avarice de Dürer et élargir aux 7 péchés capitaux de Jérôme Bosch. D'autres œuvres sont proposées dans le dossier pièces démontées consacré à une autre mise en scène de la pièce de Molière. Vous le trouverez dans les références pédagogiques. La question de l'actualisation est également soulevée par la mise en scène de Ludovic Lagarde. Aussi, on pourra demander aux élèves de relever les éléments qui inscrivent la pièce dans notre époque et leur demander de commenter ce parti pris. Pour lancer la discussion, vous pouvez vous appuyer sur une réflexion de Michel Desoteux qui a mis en scène l'avare en 2006 et qui écrit dans sa note d'intention « Monter l'avare consiste à chercher à raconter l'histoire, la contrarier ou chercher à en tordre le fond pour dire quelque chose qui aurait à voir avec un quelconque reflet actuel du monde ne mène qu'à des impasses. C'est une démarche qui n'aboutit pas. » Après avoir vu la pièce de Ludovic Lagarde, êtes-vous d'accord avec la vision de Michel Desoteux ? Enfin, et toujours pour interroger le spectacle dans sa singularité, il serait intéressant de comparer différentes interprétations du personnage d'Harpagon à travers un corpus d'images et de vidéos à mettre en regard avec le propos du comédien Laurent Poitrenaud qui affirme, après avoir lu un ouvrage qui retrace toutes les mises en scène de la pièce depuis sa création jusqu'aux années 1940, il y a 2 traditions majeures, les lazzi grotesques qui vont jusqu'à l'explosion ou une tendance plus noire. Nous serons dans un entre-deux. Vous trouverez dans les références pédagogiques une sélection d'images sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour mener ce travail de comparaison. Cette activité peut également débuter par une recherche d'images par les élèves à partir du site Les Archives du spectacle qui recense toutes les mises en scène de la pièce de Molière. Ainsi se termine le premier numéro de la Minute Pédagogique de cette saison. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. En attendant, je vous rappelle que vous pourrez découvrir l'avare dans la mise en scène de Ludovic Lagarde le mardi 6 et le mercredi 7 octobre à 20h. À bientôt.